Bonjour tout le monde. Je vais vous parler en effet de la détection des problèmes sanitaires des forêts par imagerie satellite optique, avec une première partie sur les principes, alors sans vouloir faire bien sûr une revue exhaustive de tout ce qui peut se faire. Et puis j'ai ensuite focalisé sur une application, donc le cas des scolites de l'épicéa, avec une application qu'on a développée dans une collaboration avec l'ONF, le DSF et le CNPF. Et donc cette présentation a été réalisée en collaboration avec Raphaël Dutrieux qui est ici présent, ainsi que Kenji Osé et Florian Legoissieux. Alors, ma présentation donc, va se diviser en deux parties, avec une partie plutôt associée au principe, comment est-ce qu'on détecte des problèmes sanitaires par imagerie optique. Et puis la deuxième partie sera associée donc, au cas des scolites de l'épicéa lors de la crise qu'a connue la région Grand Est notamment. Alors, comment identifier les problèmes sanitaires par télédétection ? Donc, il y a plusieurs questions à se poser, associées à une dynamique spatiale, c'est-à-dire qu'on peut avoir en effet des problèmes sanitaires qui vont avoir une diffusion de proche en proche, des arbres isolés. On a une dimension temporelle, donc la dynamique temporelle peut être associée au cycle de développement des vecteurs et des agents pathogènes, par exemple. Et puis après, on a aussi tous les symptômes observables plus ou moins facilement. C'est-à-dire que lorsqu'on va utiliser la télédétection, on ne va pas identifier la présence d'un insecte ou d'un pathogène. Forcément, on va plutôt observer des symptômes sur des individus ou des groupes d'individus qui peuvent correspondre à des rougissements, une perte de feuillage, un stress hydrique. Et donc, pour pouvoir identifier ces symptômes, on a une variété de capteurs qui peuvent fournir des informations pertinentes pour le suivi de la santé des forêts. Alors, pour rebondir sur la présentation de Frédéric, là, on n'est pas nécessairement sur de l'exhaustif, mais en tout cas, on essaie du spatialement explicite. Et bien sûr, toutes les méthodes qu'on va pouvoir développer, ce n'est pas des méthodes qui vont être parfaites, qui vont fournir 100% de précision, mais le but du jeu, c'est justement réussir à essayer d'être le plus précis possible sur l'incertitude qu'on peut associer à l'application de notre méthode. Donc, il y a un certain nombre de capteurs qui peuvent être utilisés, de données issues de la télédétection qui peuvent être utilisées pour récupérer de l'information. Alors, je vais principalement faire un focus sur l'imagerie optique multispectrale. Il y a aussi de l'imagerie hyperspectrale qui existe, et il peut y avoir de la très haute résolution, de la haute résolution, de l'imagerie satellite, de l'imagerie aéroportée, de l'imagerie drone. Donc, il y a une diversité de vecteurs et de types de résolution. Mais bien sûr, il y a aussi des données avec lesquels certains sont peut-être plus familiers ici, donc les données LIDAR, radar, de l'imagerie infrarouge thermique. Et parmi toute cette diversité de données, en fait, il faut réussir à trouver un compromis entre la résolution spatiale, la richesse spectrale, le temps de revisite et l'accessibilité des données pour répondre à une application donnée. Alors, je vais ici me focaliser sur le satellite Sentinel-2 parce que c'est le type de données qu'on a utilisé pour répondre aux problèmes associés aux scolites. Donc pour nous, ça représentait un satellite qui était particulièrement adapté pour faire un suivi à échelle régionale. Pour toutes ces caractéristiques, en fait, on a une résolution spatiale de 10 à 20 mètres, on a une revisite théorique de 5 jours, qui va forcément dépendre de l'ennuagement, 10 bandes spectrales dans les domaines visibles et infrarouges, et puis les données sont libres et téléchargeables gratuitement depuis le portail Theia, le Copernicus Hub ou tout un tas d'autres portails. On a des données qui sont collectées depuis 2015, 2017 avec les deux satellites. Et puis ce que je vous montre ici, en fait, c'est des résultats issus de simulations qui essaient d'illustrer en fait la sensibilité de ces données optiques en fait à différentes propriétés de végétation. Donc avec sur votre gauche la teneur en chlorophylle foliaire qui va influencer la réflectance mesurée par le satellite dans le domaine visible. Au milieu, la teneur en eau foliaire qui va influencer principalement donc, le domaine infrarouge, avec une bande spectrale qui va être particulièrement intéressante dans ce domaine-là. Et puis la surface foliaire aussi qui va influencer donc, le spectre de réflectance sur l'ensemble du domaine d'acquisition de Sentinel-2. Alors, comment est-ce qu'on fait pour extraire de l'information de ces données Sentinel-2 ? Je ne vais pas vous faire non plus une revue exhaustive, je vais me focaliser sur des outils qui sont relativement courants et utilisés en télédétection, donc les indices spectraux. Ça va correspondre à des combinaisons de 2-3 bandes spectrales qui vont être choisies afin de maximiser la sensibilité à une propriété d'intérêt.
donc comme je le citais plus tôt, de la teneur en chlorophylle, en eau, un LAI, et puis réduire la sensibilité à des facteurs influençant la réflectance, mais qu'on n'a pas forcément envie d'avoir dans notre information, de la géométrie d'acquisition, de l'influence du sol, etc. Et donc, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, avec Sentinel-2, on va pouvoir avoir donc, alors 13 bandes ici, mais en fait, après correction atmosphérique, 10 bandes exploitables, qui nous permettent de travailler sur de nombreuses combinaisons pour produire des indices spectraux. Alors, la plupart d'entre vous sont sans doute familiers avec le NDVI, donc qui est l'indice spectral le plus couramment utilisé, donc qui correspond à donc une différence normalisée entre la réflectance dans l'infrarouge, donc caractérisée par ce trait ici, et puis la réflectance dans le rouge ici. Et puis, ce que j'illustre ici, c'est donc l'influence sur ces deux bandes donc, de la chlorophylle et du LAI sur la réflectance. Alors, ça, c'est peut-être pas forcément très clair ici, mais ce qu'on va voir, c'est que le NDVI, c'est un peu un couteau suisse. On l'utilise pour beaucoup de choses, pour travailler sur de la phénologie, sur de l'activité photosynthétique, sur de la biomasse. Enfin bon, si vous étudiez un petit peu la littérature, vous verrez que ça peut être utilisé dans plein de domaines. Avec un inconvénient, c'est que ce n'est pas forcément associé spécifiquement à une propriété de végétation. Il va y avoir une influence de la teneur en chlorophylle et du LAI, par exemple, sur le NDVI. Et puis, ça va avoir une tendance à saturer assez rapidement sur les couverts forestiers. Ce qui fait que ça peut compliquer un petit peu l'analyse des données de télédétection sur les massifs forestiers denses. Donc, le NDVI, il est sensible à des propriétés de structure de couvert, à des propriétés de chimie foliaire. Et il y a un peu la question qui se pose de comment on peut distinguer ces deux types d'informations et puis minimiser des interactions avec d'autres propriétés de couvert. Alors, c'est pour ça qu'il y a tout un tas d'autres indices qui existent. Alors ici, j'ai pris l'exemple du MNDVI, donc voilà, qui est celui-ci qui va utiliser 3 bandes spectrales qui vont être plutôt placées donc, dans le domaine Red Edge, à la limite entre le domaine visible et le domaine infrarouge. Et puis, l'intérêt de ce MNDVI 705, c'est que ça va être beaucoup plus sensible à la teneur en chlorophylle et beaucoup moins sensible au LAI. Donc là, avec un indice spectral, on va réussir en fait à maximiser la sensibilité à un paramètre de végétation d'intérêt. Donc tous ces résultats, c'est des résultats de simulation. Si vous prenez ça si vous appliquez ça sur des données réelles, ce sera peut-être pas forcément, aussi propre entre guillemets, mais voilà, ça nous donne une tendance. Et donc, ce MNDVI a un certain nombre d'intérêts. Par contre, il est applicable aux données Sentinel-2, mais les satellites Landsat et Spot, par exemple, ne permettent pas de le calculer car on n'a pas de l'information dans le domaine Red Edge, qui est particulièrement intéressant pour justement le suivi de la végétation, des propriétés de végétation. Et puis il y a un troisième indice là qui paraît un petit peu barbare comme ça, mais je vais revenir dessus un petit peu plus tard. Donc c'est ce CR-SWIR en fait. Ne tenez pas compte de cette formule-là, et puis en fait, c'est juste le ratio entre la réflectance mesurée par le satellite sur cette bande et puis la réflectance théorique correspondant en fait à une ligne de base entre les deux bandes voisines. Bon, et puis ça se calcule très bien avec un certain nombre de packages. Et ici, c'est un indice qui est particulièrement sensible à la teneur en eau. Ici, ça vous montre en fait, en théorie, un pixel donc, de végétation saine, sans stress hydrique, et puis un pixel de végétation stressée ou attaquée par des scolytes, ou qui correspond à un déficit en eau du feuillage. Donc l'intérêt de ce CR-SWIR, c'est qu'il est sensible à la teneur en eau de la végétation, et c'est ce qu'on va pouvoir utiliser justement dans les applications que je vous montrerai pour la détection des scolytes. Alors ensuite, quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser pour identifier les problèmes? Alors là aussi, une seule diapositive est un peu sèche pour faire le panorama de tout ce qui existe. On a des approches supervisées qui vont consister à l'apprentissage à partir de données d'observation terrain et satellite. Et donc, on va utiliser des méthodes qui vont permettre de faire le lien entre ces deux sources de données. Ça nécessite une quantité assez importante de données d'observation terrain. Et la mise en œuvre est relativement simple, il y a beaucoup d'outils disponibles. Par contre, ça peut manquer de robustesse lorsque, justement, on est un peu biaisé dans les données d'observation qu'on utilise pour l'apprentissage. Il y a des méthodes non supervisées qui ne nécessitent pas de connaissances terrain préalables pour l'apprentissage, mais qui vont plutôt s'appuyer sur un certain nombre d'hypothèses d'anomalies, par exemple, donc sur lesquelles je reviendrai.
et puis qui sont théoriquement moins sensibles à la variabilité des pratiques sylvicoles. Mais on a toujours besoin de données d'observation, par contre, pour valider les modèles qui nous permettent d'identifier des problèmes. Et puis après, bon, il y a d'autres familles de méthodes, donc des méthodes supervisées par apprentissage profond, qui sont en plein boom actuellement, donc avec du deep learning, qui ont besoin, elles, de beaucoup plus de données d'observation en très grande quantité. Et donc ces trois approches sont relativement complémentaires, hein, l'une n'exclut pas l'autre. Et voilà. Et donc, je vais passer maintenant à la deuxième partie, donc le suivi sanitaire des massifs d'épicéa par télédétection optique, donc qui correspond à un travail qu'on a fait avec DSF, CNPF et ONF, donc dans le cadre de la crise des scolites qui a démarré en 2018 avec donc, des sécheresses successives, des canicules, une surmortalité et puis un dépérissement donc, inégalement réparti sur le territoire. Donc c'est associé donc, à un ravageur principal, le typographe. Et puis la question était de comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un système de suivi opérationnel pour pouvoir quantifier les surfaces et les volumes de bois touchés, faciliter le travail des correspondants observateurs donc sur le terrain, faire une détection précoce à l'aide d'une méthode ouverte qui s'appuie sur des données libres et l'information disponible, et puis aussi éventuellement plus tard adapter à une diversité d'enjeux en fonction des régions, c'est-à-dire que la méthode qu'on a développée, on voulait pouvoir réfléchir à une méthode qui soit éventuellement modulable pour pouvoir la tester dans d'autres contextes, avec d'autres espèces et puis d'autres problèmes sylvosanitaires. Donc, ce que je vais vous présenter ici, c'est donc la méthode qui a été développée à l'UMR-TETIS et puis principalement par Raphaël Dutrieux qui est ici. Donc nous avons utilisé pour cela les données Sentinel-2 et puis toute une collection de données terrain réalisées par l'ONF, le CNPF et le DSF sur différents sites dans l'est de la France. Et donc ici, c'est une petite illustration de ce à quoi ressemble une série temporelle Sentinel-2 sur, je crois que c'est un petit peu plus d'un an, sur un massif forestier qui est atteint de scolytes. Donc voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de nuages, mais on arrive quand même à voir pas mal de choses avec cette série temporelle. Donc je ne vais pas revenir dessus, on va utiliser un indice spécifiquement sensible à la teneur en eau de la végétation, parce qu'après un certain nombre d'études préliminaires, on a identifié que c'était cet indicateur qui permettait d'avoir en fait une sensibilité la plus fine et la plus précoce aux problèmes sylvosanitaires qui étaient remontés depuis le terrain. Et puis, en fait, la méthode qui a été développée, elle va s'appuyer sur trois étapes principales. Donc déjà, dans un premier temps, on va masquer les nuages, on va calculer l'indice de végétation sur chaque image et puis on va masquer les nuages. Alors, le Polteia fournit déjà un masque de nuages, mais on va l'affiner un petit peu pour essayer d'être plus restrictif et avoir la série temporelle la plus propre possible. Et puis ensuite, à partir de cette série temporelle, en fait, donc de CR-Square, là ici c'est sur 1 pixel, on va pouvoir ajuster en fait un modèle harmonique à partir de 2 années sur lesquelles on va réaliser donc un ajustement. Et ce modèle harmonique va ensuite être appliqué sur la suite de la série temporelle. Et lorsqu'on va avoir des anomalies, donc comme c'est le cas ici, ces anomalies vont nous suggérer qu'il y a un problème sylvosanitaire. Et donc, voilà, avec un certain nombre d'informations additionnelles, notamment un indice de confiance qui nous permet de détecter, d'avoir une idée de la pertinence de l'erreur et de l'anomalie en fonction de l'écart au modèle qui a été ajusté précédemment. Alors, voici ce que ça va nous permettre de faire. Donc, après avoir appliqué ce modèle, on va pouvoir, pouvoir l'appliquer sur, tout ce qui est, par exemple, les massifs d'épicéa issus de la baie des forêts, et on va pouvoir produire des résultats qui correspondent, par exemple ici, donc une couche vectorielle qui va correspondre à l'évolution des dégâts de scolytes en fonction du temps. Donc ici, on va se retrouver avec une évolution spatiale de ces dégâts. Alors ici, c'est une autre sortie qu'on peut obtenir, donc une petite animation qui vous montre. Donc Raphaël qui a développé ça, en fait. Donc, pour les utilisateurs, ça va permettre éventuellement de faire des petites animations, de zoomer pour essayer d'identifier un petit peu plus spécifiquement certaines zones sur lesquelles on peut avoir des données terrain, par exemple.
Et puis sur la droite, là, vous voyez en fait ce qui va correspondre à une anomalie, justement, avec un décrochage dans le CR/SOUIR associé à une teneur en eau de la végétation qui diminue fortement. Alors, je vous montre rapidement ces résultats de validation, qui nous suggèrent que la méthode semble effectivement bien sensible aux dégâts de scolytes. On a fait une validation à partir des données terrain. On a relativement peu de faux positifs et faux négatifs. Et quelque chose qui est assez intéressant aussi, alors Anne m'a demandé de bien spécifier ici. Donc sur cette figure, ce qu'on peut voir, c'est la date à laquelle l'observation terrain a été effectuée sur les zones qui nous ont servi pour la validation. Et puis en fait, de gauche à droite, vous pouvez voir l'évolution en fait de l'état des pixels comme identifié par la méthode Fordhead. Et donc, en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que à la date de l'observation de terrain, les stades scoïtés rouges sont identifiés sur le terrain, le sont aussi effectivement par la méthode qu'on a développée à plus de 90%. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au stade scolyté vert, on est sur à peu près 70% de détection grâce à la méthode. Alors bien sûr, c'est un nombre de mois entre la date des relevés terrain et la détection, c'est-à-dire que le relevé terrain, il a été pas forcément effectué, enfin voilà, il dépend de tout un tas de contraintes associées à cette collecte de données, mais en tout cas, ça nous donne un indicateur assez intéressant. Alors ça, c'est une autre représentation qui montre que finalement, pareil, les observations de terrain faites à la date 0 sont ici. Et puis, c'est l'évolution, si on remonte à 20 mois avant l'observation terrain, sur comment a été identifié le pixel en question par notre méthode. Et on voit en effet que le stade gris, généralement, a été identifié comme scolyté jusqu'à 15-20 mois avant. Le stade rouge, quelques mois, et le stade vert, pareil, un mois et demi environ avant la date d'observation. Donc, ce qui nous, voilà, ça nous a rendu assez optimistes sur cette méthode. Et on est en train de travailler pour vraiment consolider la validation et puis publier ces résultats. Et puis, surtout, voir si cette méthode, en effet, peut vraiment être utilisée par des utilisateurs. 5 minutes, très bien, facile. Et donc c'est pour ça qu'on a réalisé en fait un suivi sur toute la région Grand Est, enfin un petit peu plus que la région Grand Est, sur 21 tuiles qui sont identifiées ici en vert. Et on a produit des cartes de foyers de scolytes mises à jour tous les 2-3 mois et puis fournies à nos collègues du DSF. Et ce que je vous montre ici, c'est les résultats qui ont été produits, notamment c'est par Thierry Belloir, qui a agrégé toutes les données qu'on a pu produire sur les détections de scolytes, et donc agrégé par commune, je crois, je ne veux pas dire de bêtises. C'est ça, c'est une agrégation par commune qui nous donne en fait, donc ici c'est la surface en hectares, la couleur correspond à la surface en hectares associée aux foyers, donc aux zones scolitées pour chaque commune. Et donc là, ce qu'on observe, c'est à partir de 2018, donc à l'issue de l'année 2018, on observe déjà une première explosion. Ici, c'est les dégâts associés aux scolytes lors de l'année 2019. Et puis, toujours 2019 et 2020. 2021 avec beaucoup moins de scolytes. Et on a produit aussi des cartes associées aux dégâts de 2022, qui devraient être très bientôt livrées si elles ne l'ont pas été, et qui nous permettra un petit peu de faire un suivi sur ces dégâts identifiés par télédétection. Donc voilà, les deux grands produits en fait qui sont fournis par la méthode, ça va être une carte millésimée pour chaque année où on va pouvoir identifier les zones détectées par la méthode comme scolitées et puis la date à laquelle ces pixels ont été identifiés comme scolitées. Et puis cet indice de confiance qui est aussi intéressant, qui va nous permettre de voir à quel point ces zones sont potentiellement touchées, avec quelle certitude on peut dire qu'elles sont touchées. Et donc ça, c'est l'évolution après le passage des scolytes, sur un massif qu'on a étudié un petit peu plus spécifiquement de loin.
Et en conclusion, voilà. L'analyse de la saisonnalité des séries temporelles Sentinelle-2 nous a permis d'identifier des foyers de mortalité de conifères touchés par les scolytes, avec une précision qui nous semble, en tout cas nous semblait relativement bonne. Alors, il y a la question de qu'est-ce que ça vaut ensuite sur le terrain quand ces données, quand les utilisateurs s'approprient ces données. Donc l'évolution du CR-SWIR, cet indice spectral dédié au suivi du contenant en eau de la végétation, ça permet potentiellement une détection précoce des foyers de scolytes au stade vert. Alors là aussi, il y a tout un travail qui doit être réalisé pour vraiment confirmer cela. La méthode a été développée sous la forme d'un package Python, donc le package ForDead, qui est hébergé sur GitLab et qui est ouvert au public. Donc vous avez l'adresse ici. Il y a une documentation qui a aussi été développée par Raphaël. Et donc je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller tester la méthode et puis nous faire des retours si vous trouvez que c'est intéressant ou si vous trouvez voilà, si vous identifiez des problèmes. Et puis on a fait une production à l'aide de ce package ForDead, donc à une échelle régionale, de 2017 à 2022 sur les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, les départements de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie. On a réalisé une formation en janvier 2021 et on est en train de travailler à l'applicabilité de la méthode dans d'autres contextes, en essayant de jouer sur un certain nombre de paramètres, d'indices spectraux par exemple, pour essayer d'adapter à des symptômes différents. Bref, il y a tout un travail qui est en cours actuellement. Et puis, c'est un travail qui nécessite aussi justement, on a voulu essayer de contribuer justement à la répétabilité des méthodes qu'on développe en mettant ce package ouvert au public, mais ça nécessite en fait au quotidien une maintenance importante pour l'évolution, la correction des bugs et un besoin de ressources humaines important qui doit être pris en compte dans ce genre de travail de recherche. Et j'ai fini, je vous remercie beaucoup pour votre attention.